Bonjour à tous, bienvenue. Il est 35, donc je pense qu'on va démarrer. Et puis les autres nous prendront en cours. Déjà, un grand merci d'être là aujourd'hui, d'avoir été là hier. On a été extrêmement ravis de la session d'hier. Vous avez été là, vous avez été présent, vous avez participé, vous avez échangé avec nous. Et donc, c'est un pur bonheur. Et on espère qu'on aura une session similaire aujourd'hui. Et on espère également que vous également, vous avez apprécié celle d'hier. Et voilà, aujourd'hui, on va avoir une session sur tout ce qui est données, comprendre à quel point les données sont une mine d'or. Et avant ça, je vais rappeler quelques règles par rapport à nos échanges aujourd'hui. Donc, on va essayer pendant cette session d'échanger de façon plus facile, plus simple. C'est-à-dire qu'on ne prendra la parole que quand on nous la donnera. Et à ce moment-là, vous voyez qu'aujourd'hui, vos micros sont désactivés. Les micros seront réactivés à ce moment-là. Et malheureusement, vu la durée de la session et le nombre de personnes, tout le monde ne pourra pas interagir, mais on mettra une session à la fin, un temps à la fin où papa pourra répondre à vos questions. On va également demander à ce que les questions soient mises dans la partie Q&A, comme vous l'avez fait hier. Et pour tous vos autres commentaires, vous pourrez également les mettre sur le chat. Euh, donc aujourd'hui, la session va, on l'espère, être interactive également. Donc, papa va interagir avec vous, il va vous solliciter en cas de besoin. Et on va vous demander également de respecter un certain nombre d'informations confidentielles, de données à caractère personnel. Donc, évitons de mettre des informations personnelles sur le chat. Euh, Parce que voilà, on est plusieurs et voilà, pour le respect des uns et des autres, évitons cela, s'il vous plaît. Donc voilà, après des règles de bon sens, pas d'attaque personnelle dans le chat ou de commentaires violents, etc. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente session et je vais laisser le soin à papa de commencer. Bonjour tout le monde. Papa, à toi. Merci. Bonjour. Merci Maria pour cette introduction. Alors, pour aller dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va parler de stratégie data. Donc, globalement, l'objectif, c'est de vous permettre déjà de comprendre ce que vous pouvez tirer d'une stratégie data cohérente et aussi identifier, vous permettre en tout cas, à la fin de cette session, pouvoir faire un diagnostic de l'ensemble de vos sources de données, avoir aussi être capable aussi de tout centraliser et in fine de faire des analyses et à partir de là prendre des décisions stratégiques à partir de vos données clients. Voilà, je précise juste que pour cette partie sur la stratégie de data, on se concentre beaucoup plus sur tout ce qui est données clients, sachant que cette stratégie peut englober divers thématiques. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est super important de considérer vos données comme comme un allié, comme un allié. Parce que les données, c'est ça qui vous permet de mettre en place des stratégies. Ouais, et il y a divers types de données, mais l'ensemble de ces données mises ensemble, prises individuellement, ça peut sembler ne pas être utile pour votre business, mais quand vous regroupez l'ensemble des données, vous faites des croisements, des analyses, en analysant divers sources, divers profils, là, vous avez une vue super intéressante sur votre activité. Ouais, donc, c'est important de comprendre tout ce qui est valeur stratégique que peut vous apporter vos données, parce que c'est avec ça que vous allez aller au-delà des a priori. Ça va permettre, comme exemple, d'identifier vos clients les plus actifs et aussi savoir c'est qui les dormants, entre guillemets, et éventuellement pouvoir mener
mener des actions stratégiques par rapport à ces profils. Voilà, donc l'idée, c'est réellement d'identifier l'ensemble de vos sources de données, cartographier ces sources, comment les regrouper et mener des actions, des actions à partir de ce travail que vous aurez à effectuer. Maintenant, pourquoi on parle de données précieuses? À part des données, comme je l'ai tantôt dit, on peut aller au-delà des a priori. Vous pouvez vous dire, OK, ce sont mes clients, j'interagis régulièrement avec eux, donc je connais leurs besoins, je connais comment ils réagissent par rapport à mon produit. Donc, du coup, les données peuvent venir appuyer cette opération que vous avez, mais aussi ils peuvent venir aller dans le contresens. Et dans tous les cas, vous avez un plus. Donc, les données, globalement, ça permet d'avoir une compréhension approfondie de l'ensemble de vos clients. Ça va révéler des besoins réels, des comportements d'achat surtout, des préférences et surtout, ça va vous permettre d'aller au-delà, de pouvoir vous lancer vers un avenir plus ou moins lointain. Ça va aussi vous permettre, si une stratégie donnée va vous permettre d'optimiser vos ventes. Pourquoi? Parce que ça va permettre de personnaliser l'approche client grâce à des insights comportementaux, c'est-à-dire là, on est beaucoup plus sur les données comportementales. Ça va aussi vous permettre, avec les données collectées, de vous projeter vers un avenir en tout cas, vers avoir plus de visibilité et maximiser tout ce qui est taux de conversion des clients. Et ça vous donne aussi un avantage par rapport à la concurrence. Si vous connaissez vos clients, vous pouvez aussi vous projeter sur les tendances futures du marché. Et ça peut constituer un avantage concurrentiel non négligeable. Donc, rien que sur ces trois aspects, une stratégie data bien cohérente, suivie et régulièrement mise à jour peut vous permettre de développer vos activités. Maintenant, après, quand on parle de stratégie data, oui, bien sûr, ça demande de mettre en place une certaine structure, mais avant la mise en place de ces structures, c'est important de savoir, de faire un diagnostic et savoir quel type de données vous avez au sein de vos structures. Et globalement, pour les données, on peut résumer ça en trois catégories, plus ou moins importantes. Il y a ce qu'on appelle déjà les données transactionnelles. Quand on parle de données transactionnelles, c'est les données que vous recueillez quand vous interagissez avec vos clients. L'exemple le plus simple, ce sont les achats effectués. Quand un client effectue un achat au sein de votre structure, vous avez l'information. Vous avez peut-être éventuellement le nom du client, le code produit, la date à laquelle le client a effectué l'achat, les méthodes de paiement ou bien la méthode de paiement utilisée. Et même au-delà, si vous faites un suivi, vous avez des données relatives aux fréquences d'achat. Ouais, vous avez aussi l'historique commercial complet du client. Et ça, regroupé, c'est ça qu'on appelle les données transactionnelles. Il y a aussi tout ce qui est données comportementales. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, on peut dire ça, c'est la crème de la crème parce que c'est des données qui reflètent le comportement du client sur un marché. Par exemple, sur un site web, les clients qui fréquentent votre site web, ça va vous permettre de savoir, vous, c'est quelle page ils ont vérifié, sur quel produit ils ont mis beaucoup plus de temps, ouais, quel produit ils traquent sur mon site web. Et aussi, il y a l'interaction au niveau des réseaux sociaux, comment c'est qui les clients qui interagissent avec vous au niveau de vos réseaux sociaux, le temps qu'ils passent au niveau l'interaction, combien de temps ça dure, les pages qu'ils visitent et aussi le parcours client au niveau de l'entrée à l'achat. Ouais, et ça, c'est ce qu'on appelle les données comportementales. Et dernièrement, en troisième position, nous avons les données déclaratives. Mais après, on peut dire que c'est tout ce qui est transactionnel et comportemental, c'est les données les plus importantes. Parce que les données déclaratives, ça peut comporter des erreurs. Parce que ce sont des données que vous allez collecter auprès de vos clients. La plupart du temps, via des sondages, que ce soit des sondages face-to-face, des sondages en ligne ou par mailing. Donc, du coup, là, sur ces types de données, le client peut donner des informations qui ne sont pas juste à 100%. Ouais, un peu. Donc, du coup, tout ce qui est données transactionnelles et comportementales, c'est des données sur lesquelles il faut beaucoup plus s'appesantir, même si dans les faits, c'est des données beaucoup plus compliquées à recueillir et à stocker.
Ouais, ça ne veut pas dire aussi que les données déclaratives ne sont pas importantes. Donc, globalement, ça peut être très intéressant de les avoir, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regrouper ces trois types d'informations. C'est pourquoi on parle de stratégie data, parce que ça englobe aussi bien les données transactionnelles, comportementales que déclaratives. Voilà. Donc, du coup, à part de là, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont là, qui ont mis en place des stratégies data? Est-ce qu'ils peuvent en parler? On va juste prendre quelques interventions, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lever la main. Et il y a cette Koundoul, il y a Lamine Bara. Madame Koundoul, oui, Allez-y, allez-y. Aïssata. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, vous. D'accord. Pour moi, concernant la stratégie data, bon, Mhm. parce que moi, je pars toujours de la base expérience client. Maintenant, ce que je fais, à chaque fois qu'un client m'appelle, parce que comme je l'avais dit hier, moi, je suis dans la transformation et la commercialisation du riz de la vallée. Maintenant, à chaque fois qu'un client appelle, que ce soit un prospect ou bien un client qui veut acheter, directement, je demande d'abord ton nom et là où tu habites. Parce que d'après mes expériences, à chaque fois que je relance les clients ou que les clients m'appellent pour une nouvelle commande, dès que tu dis le nom du client, déjà, ça montre au client que je peux parler Wolof? Bien sûr. OK, ça montre au client que yow da nga ko yëg. Léegi loolu, bon, bon, j'ai appris parce que j'ai fait la télécommunication que c'est une manière de montrer au client que yow am nga yëg-yëg. Et vous savez, de plus en plus, les clients aiment quand ils sont vraiment mis en valeur. Donc, ce qui fait que à chaque moindre interaction, je prends tout ce qu'il y a à prendre comme données concernant le client, tes préférences, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et après aussi, derrière, avec les retours clients aussi, je personnalise de plus en plus les produits. Ce qui fait que c'est vraiment d'essentiel chez moi. Merci. Super, super. Maintenant, pour la stratégie de collecte, Mhm. alors vous me recevez? Oui. Pour collecter les données, Mhm. d'habitude, c'est que je note déjà avec Google au moment de noter le numéro, d'enregistrer le numéro, tout ce qu'il y a à Mhm. faire comme renseignement, là, je l'ai. Comme ça, dès que le client appelle, bon, c'est un peu long, mais néanmoins, j'ai toutes les informations que je veux savoir. Très bien. Merci beaucoup. C'est très bien, je trouve. Et justement, Madame Koundoul, c'est ça l'objectif en fait d'une stratégie data. C'est après de pouvoir personnaliser les offres. Comme vous avez bien dit, hein, le client, il aime être valorisé. Ouais, ça c'est important. Maintenant, après, pour pouvoir personnaliser les offres, c'est important d'avoir déjà les données, d'avoir des stratégies qui vous permettent de centraliser et savoir exactement c'est quel profil de client vous avez et quel message est le plus et sera le plus pertinent à destination de ces clients. Donc, je trouve que ce que vous faites déjà, c'est excellent, c'est très bien. Oui, Lamine, Alors, bonjour à tous, Lamine Baradiagne, bonjour. très heureux d'être là. Par rapport à la stratégie, je ne me limite pas simplement sur les données clients, mais Mhm, aussi sur les données de mon propre entreprise que je produis, c'est-à-dire les fournisseurs, le- les employés que j'ai embauchés, les prestataires. Essayer d'avoir le maximum d'informations possibles pour comment dire, ça me permettra de développer carrément l'entreprise. Donc, on va dire données vente, données clients, données RH, données marketing. On va dire que je suis data analyst, donc je me suis dit c'est de bien. pouvoir Mhm. rassembler tout cela. Ça va me permettre de pouvoir développer les entreprises que j'accompagne sur cette volet-là. Et Exactement. voilà. Donc, je ne collecte pas simplement les données clients, comme je l'ai dit, mais plutôt tous les types de données qui me permettent de développer l'entreprise. Voilà. Mhm. Mhm.
C'est très bien. Et pour tout ce qui est partie centralisation, vous faites comment? Ouais, pour la centralisation, soit j'utilise Access, la base de données Microsoft Access, ou Mhm. j'utilise des outils no-code comme Airtable, NoCodeDB, etc. Donc, je les collecte là-bas, je les entrepose là-bas et ensuite j'utilise soit Excel ou bien d'autres outils de visualisation de données pour mettre en Mhm. place des tableaux de bord qui vont permettre de prendre des décisions directement. Super, super. C'est très bien. C'est très bien. Papa, on a Khadijatou, encore beaucoup de mains levées. Tu veux en prendre encore? oui, juste une, après on continue. Khadijatou Sarr Ferme. Ok, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Khadija Toussar. Je suis cofondatrice de la ferme piscicole et agricole de Mbawan. Donc, moi, j'ai eu à utiliser une collecte de données sur Google Forms parce que Mhm. j'ai eu un dilemme sur les produits que je devais transformer. J'ai eu à participer au dernier forum de la PME et j'avais fait l'erreur de transformer les mêmes quantités sur mes trois produits différents, le poisson fumé, le poisson séché et le filet de poisson. Et durant la foire, j'ai eu du mal à écouler. Et au sortir de la foire, j'ai fait un questionnaire sur Google Forms que j'ai envoyé à la base de contacts que j'avais. Je l'ai fait sur WhatsApp, j'ai envoyé à tout le monde le lien. Et ça m'a permis ensuite de savoir sur quels produits ils étaient beaucoup plus intéressés et de réorienter mes productions. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que c'était plus le poisson fumé qui intéressait la base de clients que j'avais eu à truc. Ensuite, c'était le filet. Et dernier élément, c'était le poisson séché, alors que moi, j'étais sur l'inverse. Et voilà. Mais c'était juste un petit questionnaire, juste pour régler un Mhm. problème ponctuel, quoi. Voilà. Mhm. Merci. Merci, Khadijatou. Et je pense que c'est un excellent exemple. Ouais, parce que l'entrepreneur, il peut avoir des a priori. Ouais, là, c'est un exemple typique. Dans le cas de Khadijatou, le produit qui était en troisième position, elle, dans sa perception, au pire, ça valait pour les mêmes proportions que les autres produits. Et là, avec un simple sondage, il a pu voir qu'en réalité, il y a d'autres produits qui viennent en avant. Ouais, quand vous avez 2, 3, 5 clients, peut-être 10, c'est pas, peut-être le besoin n'est pas là, mais quand vous avez la masse de clientèle a tendance à augmenter, là, vous pouvez avoir de fausses perceptions. Et du coup, avec une simple stratégie, vous faites de la collecte de données, vous centralisez, vous faites des analyses relativement simples. Les données viennent peut-être confirmer la perception que vous avez ou bien l'infirmer. Ouais, et là, vous avez des éléments qui vous permettent de naviguer plus à vue. Maintenant, après, pour rebondir par rapport aux sources de données, elles sont multiples, mais on peut citer parmi les CRM. On sait qu'au niveau des CRM, il y a beaucoup de données qui sont stockées, mais pas forcément utilisées à bon escient. Donc, du coup, c'est des sources de données qu'il faut privilégier, savoir que ce sont vos données, des données qui peuvent vous permettre de mieux connaître votre clientèle. Il y a tout aussi les outils analytiques comme Google et les plateformes d'e-commerce et aussi les réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier que vous interagissez beaucoup, de plus en plus en tout cas, avec vos clients sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est des masses de données pour lesquelles c'est important de prendre comme habitude de tout collecter et éventuellement essayer de structurer, même si je conçois que pour ces types de données, c'est un peu plus compliqué dans tout ce qui est structuration, même le stockage. Ça nécessite peut-être certaines compétences, mais ça vaut réellement le coup de s'y intéresser. Il y a aussi tout ce qui est collecte directe, comme a eu à le faire Khadijatou, c'est-à-dire vous faites des sondages, vous faites des formulaires que vous envoyez régulièrement à vos clients. Ouais, l'exemple le plus parlant, peut-être les sondages satisfaction. Ouais, et là aussi, ce qui est important, c'est de ne pas le faire de manière relativement, disons, des one-shot. Ouais, les sondages satisfaction, c'est beaucoup plus intéressant quand vous le faites à intervalles réguliers. Parce que là, ça vous permet, vous, de pouvoir mesurer les actions correctives que vous avez eu à prendre.
ouais, à l'instant T, vous pouvez faire un sondage et que vous voyez que vous avez un niveau de satisfaction qui n'est pas bon pour un produit spécifique. Alors, vous, derrière, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des actions correctives. Et là, maintenant, ce qui est important, c'est de savoir si ces actions ont eu un effet positif sur votre activité. Donc, vous laissez un temps s'écouler pour voir le comportement des clients. Ensuite, vous faites un autre sondage et là, vous comparez les deux indicateurs. Donc, du coup, vous aurez un élément qui va vous permettre de vraiment apprécier l'impact des actions correctives que vous avez eu à faire. C'est pourquoi on parle de tout regrouper dans un ensemble quand on parle de stratégie data. Alors, on peut citer trois bénéfices quand on parle de stratégie data. Ça permet une réduction des coûts. Pourquoi? Parce que quand on fait une bonne stratégie data, au final, l'un des résultats, c'est qu'on a une segmentation de la base client. Ouais, donc, du coup, quand on mène des actions marketing, supposons que vous avez un produit phare que vous voulez booster au sein de votre base client. Mais quand on fait une segmentation, vous savez exactement c'est dans quel groupe le produit est le mieux vendu. Donc, du coup, quand vous avez un budget limité, vous savez exactement où vous concentrer. Supposons que vous avez un budget qui est limité qui vous permet de démarcher, de contacter en tout cas 1000 clients de votre base de données. Ouais, donc, au lieu d'aller de manière aléatoire faire une sélection, la segmentation va vous permettre d'avoir des scores. Et vous pouvez choisir les 1000 clients avec les meilleurs scores. Les meilleurs scores, ça traduit juste que ce sont les clients qui présentent le plus de probabilité d'être convaincus par le produit. On parle aussi d'augmentation du panier moyen parce que ça permet de personnaliser les offres. Car si vous recueillez toute l'historique des ventes, vous savez exactement pour chaque profil de client, c'est quoi le produit qui l'intéresse le plus. Donc, du coup, vous pouvez personnaliser carrément les offres clients et ça peut impacter de manière très significative sur le panier moyen. Améliore la fidélisation parce que, comme on a dit, le client, il aime être valorisé, il aime se sentir choyé en quelque sorte par l'entreprise. Et là, vous montrez au client que vous le connaissez, qu'il est important que vous faites un effort considérable pour mieux cerner ses besoins. Voilà, donc c'est trois bénéfices qu'on peut associer à une bonne stratégie data. Maintenant, après, c'est bien beau de parler de stratégie data. Maintenant, après, c'est quoi les étapes pour faire une bonne stratégie data? On peut grouper ça en trois groupes. Déjà, il faut centraliser. Centraliser, pourquoi? Parce qu'on sait que les données, ça provient de diverses sources. Ouais, vous pouvez avoir des données même sur papier, des données un client que vous avez collecté au niveau d'un point A, d'autres au niveau d'un point B. Maintenant, après, la personne qui recueille l'information, les personnes en tout cas qui recueillent l'information, ce n'est pas les mêmes. Donc, ils peuvent avoir des structures de collecte qui sont différentes. Donc, du coup, le challenge, c'est réellement de tout structurer, déjà identifier, faire le mapping, voir moi, j'ai quelle source de données. Et dans chaque source, c'est quoi les codebooks que j'ai, c'est-à-dire les livres de documentation des données, parce qu'une variable peut être codifiée de manière différente en fonction de la personne. Donc, ce premier travail, c'est la partie qui demande le plus de ressources, le plus de temps. Maintenant, après, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez tout normalisé, ça va prendre moins de temps pour les prochaines étapes. Et une fois que vous avez centralisé l'ensemble des informations, il faudra après les analyser. Et l'analyse, c'est ça qui va permettre d'avoir des indicateurs, des données chiffrées sur lesquelles vous allez pouvoir prendre des décisions et ça va nous amener à la troisième étape où on parle d'optimisation ou bien, si vous voulez, de valorisation même des données, c'est-à-dire à partir des insights que vous avez, améliorer les performances de manière globale de l'entreprise. Donc, c'est ces trois étapes qu'il faut respecter quand on parle de stratégie data. Alors, on va un peu développer sur tout ce qui est première partie, la collecte et l'organisation des données. Donc, si vous voulez faire une stratégie data au sein de votre structure, la première chose à faire, c'est vous asseyez avec vos collaborateurs et vous recensez l'ensemble des sources de données et ne négligez aucune source.
Ouais, peut-être, comme on a dit, ça peut être dans des carnets, des registres, dans tout ce qui est fichier Excel, des applications comme les CRM, les emails aussi. Faut pas oublier que c'est des données quand vous échangez avec vos clients, les réseaux sociaux et éventuellement aussi les systèmes de facturation si vous en avez au sein de vos structures. Donc, c'est super important de recenser l'ensemble de ces sources et pour chaque source, faire un travail de documentation de manière très claire pour identifier les types de données que vous avez. Parce qu'après, c'est ça après qui va vous permettre de faire les regroupements. Ouais, parce que comme je l'ai dit, vous pouvez avoir les mêmes types de données au niveau de deux sources différentes, mais qu'en réalité, c'est la même information, juste que c'est libellé de manière différente. Ouais. Donc, du coup, ça, dans ce cadre, vous devez juste faire un travail pour la construction d'un codebook. Quand on parle de codebook, c'est un livre qui documente l'ensemble des variables que vous avez comme données et aussi libeller le nom de chaque variable. Et quand on fait ce travail, c'est ce travail-là qui va permettre, vous allez faire des clés primaires qui vont vous permettre de faire le sourcing de l'ensemble des types de données et centraliser. Et aussi, ça va permettre au-delà des labels, de catégoriser les données. OK, j'ai ce type de données, mais c'est de quelle nature? Ouais, c'est des données catégorielles, des données numériques, et c'est des dates. Et si vous avez ces informations, vous pouvez préparer votre maquette de centralisation. Aussi, choisir l'outil adapté. Et pour ça, on peut noter en premier lieu les CRM, HubSpot aussi, en premier lieu HubSpot, qui semble être la CRM le plus célèbre. Et ça aussi, vous pouvez l'adapter selon la taille de votre entreprise. Une fois que vous avez réalisé ces deux étapes, la troisième chose à faire, c'est centraliser. Centraliser dans un outil unique. On peut parler, exemple, vu que là, on parle uniquement d'outils gratuits, on va plus parler d'Excel. Vous pouvez aller sur Excel et centraliser l'ensemble des données que vous avez au sein de votre structure. Après, quand on a fait ce travail, l'autre chose qu'il est important de faire, c'est assurer tout ce qui est qualité des données. Parce que les données brutes, d'habitude, les données brutes, la qualité n'y est pas associée. Donc, du coup, c'est important de faire un travail d'appurement, un travail de traitement et éventuellement un travail de recodage pour avoir des données qui vont vous être utiles dans l'analyse. Ouais. Autant la centralisation, ça prend beaucoup de temps parce que si vous débutez, c'est un travail. Vous allez partir de zéro, ça peut vous prendre énormément de temps. Mais aussi, la partie nettoyage aussi, c'est une partie aussi qui prend beaucoup de temps. Maintenant, après, pour la centralisation, le premier travail, ça prend beaucoup de temps, mais après, ça prend moins de temps. Par contre, pour tout ce qui est travail sur la qualité de données, c'est globalement la partie qui va, sur le long terme, vous prendre le plus de temps. Mais aussi, c'est une partie extrêmement importante parce que sans des données de qualité, vous ne pouvez pas avoir des insights qui seront pertinents. Donc, là aussi, c'est extrêmement important de prendre ça en compte. Le nettoyage, ça peut concerner tout ce qui est doublon. Ouais, vu que c'est diverses sources, il peut y avoir des cas où, et c'est d'ailleurs même très fréquent, où il y a des informations qui se répètent. Donc, du coup, il faudra mettre des stratégies pour tout ce qui est nettoyage, identification des doublons, éventuellement les outliers qui peuvent signifier, c'est les valeurs aberrantes qui peuvent, exemple, quand ils prennent, quand c'est noté à la main, il peut y avoir des erreurs dans la notation et ça concerne beaucoup plus tout ce qui est variable numérique. Donc, cette partie nettoyage, c'est une partie qu'il est important de toujours faire. Et in fine, quand on a fini de nettoyer tout ce qui est donné, c'est important aussi de veiller à la mise à jour. Parce que ce n'est pas quelque chose de stable dans le temps. Vous avez tout le temps de nouveaux clients et même si la base client ne change pas, le client effectue de nouveaux achats. Donc, c'est important de tout le temps mettre à jour sa base de données. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, si vous n'avez pas mis des scripts
automatisés qui font le nettoyage, vous devez tout le temps aller au niveau des données et faire encore tout ce qui est nettoyage des données. Maintenant, après, quand vous avez fini tout ce travail de centralisation et de nettoyage de vos données, c'est là où vous pouvez procéder à la segmentation de votre clientèle. Il ne faut pas oublier, excusez-moi, quand on a mis en place tout ce qui est stratégie, quand on met en place tout ce qui est stratégie data, en particulier pour les clients, l'un des objectifs finaux, c'est pouvoir après segmenter sa clientèle. Maintenant, pour la segmentation, il y a ce qu'on appelle la segmentation a priori. C'est ça qu'on va parler beaucoup plus dans ça, parce que pour la segmentation basée sur les données, ça nécessite beaucoup plus de compétences parce qu'il faut mettre en place des modèles d'hierarchisation qui vont permettre d'avoir les segments sur lesquels vous voulez intervenir. Maintenant, la segmentation a priori peut être aussi tout aussi pertinent. Ouais. Et là, vous allez vous servir, vous, de votre perception du marché, du connaissance que vous avez du marché pour choisir les variables sur lesquelles vous allez faire votre segmentation. Donc, globalement, il y a les critères géographiques. Quand vous avez vos clients au premier contact et que vous prenez tout ce qui est information signalétique, vous prenez lieu de résidence, région, éventuellement les départements. À partir de là, vous pouvez opter pour une segmentation géographique. Par exemple, vous avez une base client et quand vous faites la collecte, vous avez pris comme information tout ce qui est département de résidence. Là, vous avez la possibilité de faire une segmentation qui est basée sur les départements. Ouais. Donc là, vous avez 45 segments. Et même dans ça, vous pouvez faire des regroupements en fonction de la taille de votre base de données, mais aussi en fonction de vos zones d'intervention. On peut aussi parler de segmentation qui est basée sur des critères comportementaux. Exemple, les fréquences d'achat. Vous avez pris comme information tout ce qui est fréquence d'achat, les fréquences de visite sur le site web ou bien même au niveau des points de vente, les modes de paiement pour lesquels optent les clients. Tout ça, ça peut aussi servir comme base pour la segmentation. Et là, on peut les mettre dans tout ce qui est critères comportementaux. Il y a aussi les critères psychographiques qui peuvent être tout aussi pertinents si vous avez ce type d'informations, exemple les styles de vie, tout ce qui est valeur, centre d'intérêt. Si vous avez ces informations, ça peut vous servir aussi dans tout ce qui est segmentation a priori. Ouais, et bien évidemment, vous pouvez choisir aussi pour des segments sur divers graphes. C'est-à-dire vous optez pour une combinaison de plusieurs critères si vous jugez que ça peut être pertinent pour votre business. Sachez juste que faire de la segmentation, ça vaut mieux pour vous, pour votre business, que de ne pas le faire. Il y a aussi tout ce qui est critères sociaux, démographiques, comme les CSP, les niveaux de revenus de vos clients, éventuellement l'âge et tout ce qui est genre. Alors, maintenant, à partir de là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà mis des critères de segmentation? Et si oui, sur qu'est-ce qui a motivé cette segmentation? Et après, essayez peut-être de nous dire comment ils interviennent au niveau de chaque segment. Oui, Madame Diak, vous pouvez activer votre micro. Bonjour à tous. Bonjour. Au fait, moi, je l'ai fait sur Excel et le tableau s'appelle le churn. Et voilà, là, je regarde quels sont les clients qui reviennent souvent et ceux qui me laissent pour pouvoir mesurer l'impact et aussi le taux d'acquisition d'un client. Bon, cela m'a permis vraiment de fidéliser certains clients parce qu'il y en a ceux qui achètent à chaque mois fréquemment et d'autres qui vont laisser. Et c'est plus facile de fidéliser un client qui existe ou bien d'aller avoir une acquisition sur un autre client. En tout cas, ça me facilite vraiment et de pouvoir minimiser un peu les coûts que je paye pour sponsoriser certaines choses. Vraiment, moi, ça va. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, si je comprends, vous, comme critère de segmentation, vous avez vous avez travaillé sur les fréquences d'achat. Ouais. Super.
Merci. Oui, Madame Sarr. Oui, alors moi, c'était dans mon fameux formulaire Google Forms. J'avais intégré les critères géographiques et comportementaux. Là, quand je regarde votre schéma, je me rends compte que je rentre dans ces cases-là. Mais je l'avais fait pour savoir déjà dans quelle zone étaient mes clients. C'était par rapport à mes coûts pour les livraisons et pour voir si j'allais faire une livraison offerte ou si j'allais la faire payante. Donc, j'avais besoin de les localiser. Et l'autre critère, c'était pour voir quel était le mode, en fait, d'achat qu'ils préféraient et de paiement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils achetaient chaque mois? Est-ce que c'était des achats mensuels pour le ravitaillement ou est-ce que c'était des achats ponctuels qu'ils voulaient faire? Et est-ce qu'ils préféraient être livrés ou ils préféraient trouver leurs produits en grande surface? Et en fait, je me suis rendu compte avec le petit questionnaire que la majorité des clients préféraient être livrés et faire des achats ponctuels. Et ça m'a permis de travailler sur des offres hebdomadaires que je postais à chaque fois sur WhatsApp et les clients font des confirmations. Voilà. Je trouve que c'est très bien. Laure Barry. Bonjour Papa Ahmed. Alors, c'est Laure Bonjour. Barry, Arbre de Vie. Donc, j'ai une question par rapport à la définition après, enfin, grâce à la segmentation, normalement, on devrait pouvoir définir notre persona. Maintenant, pour certains critères comme le niveau de revenu du client ou bien le style de vie, les valeurs, comment est-ce qu'on fait pour réellement pouvoir collecter ce genre de données? Par exemple, nous, on a un CRM, un ERP qu'on utilise qui arrive à nous, avec lequel on utilise un CRM, mais on n'arrive pas à avoir, par exemple, les données aussi précises que le type de revenu, le style de vie, etc. de la personne. Alors, pour ces types pour les données psychographiques, il y a deux choses. Il y a deux choses. On peut procéder par estimation. Par estimation ou aussi, il y a des variables pour lesquelles on peut les avoir par enquête directe. Exemple, pour le revenu. Même si je sais que c'est des questions extrêmement sensibles dans nos sociétés, les gens n'aiment pas parler de leur revenu, mais il y a exemple des formulaires sur lesquels on a l'habitude de travailler quand on parle de CSP. On essaie de voir les types de services et de biens auxquels la personne a accès. Ouais, ça peut être une batterie de 40 questions et à partir de là, on effectue un score pour chaque variable. Je vais donner un exemple. Sur un formulaire, vous pouvez poser à vos clients, chez vous, vous avez combien de voitures? Ouais, est-ce que vous avez la climatisation? Combien de climatisation? Ouais, un peu. Est-ce que vous fréquentez tel lieu, tel lieu, tel lieu, tel lieu? Et à chaque fois qu'on a une réponse, on attribue un score. Et à partir de là, on peut avoir une évaluation de la catégorie dans laquelle on peut mettre l'individu. Ouais, un peu. Il y a aussi le tracking sur les sites web qui se fait, surtout par rapport au style de vie. On peut essayer de voir. Bon, ça, c'est beaucoup plus complexe. Les centres d'intérêt au niveau des réseaux de la personne. Quand on a lié de la personne et qu'on est capable de traquer l'individu sur divers sites, là, on sait c'est quoi ces centres d'intérêt. Et à partir de là, on peut l'inclure dans un groupe. Maintenant, après, je le concède, c'est des données un peu plus déjà sensibles et un peu plus compliquées à avoir. Mais ça reste quand même toujours accessible. Alors, au pire des cas, vous pouvez faire des formulaires et à partir de ces formulaires, les soumettre à vos clients. Et à partir de là, vous pouvez avoir des critères qui peuvent être assez pertinents dans ce sens. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Juste une dernière, oui. Monsieur Mbodj. Vous êtes en mute, oui. Voilà, c'est bon maintenant. Okay, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ibrahim Mbodj, je viens de prendre la parole. Je suis agronome technicien supérieur et PDG de Africa Global Business Group, qui évolue en grande partie dans le secteur agricole.
Donc, nous produisons nos propres engrais bio et nous le commercialisons. Aussi, nous commercialisons avec nos magasins de tout ce qui est produit agricole. Donc, concernant ces stratégies, nous, on le met en place. Parce que comme on est des agronomes et on a des clients, déjà, on les a centrés déjà pratiquement sur des groupes WhatsApp qui fait des centaines de membres. Et on essaie de faire des fichiers où chaque producteur, on essaie de savoir d'où il vient, sa local, parce qu'on livre des produits partout au Sénégal pratiquement. Donc, on essaie de faire savoir sa localité. Comme en l'agriculture, c'est de la précision. On essaie de savoir les préférences de la clientèle. On essaie de savoir aussi dans quelle zone se trouve le client, le type de sol qu'il a. On va en profondeur, le type de sol qu'il a, et même au niveau voilà, de son sous-sol, quel genre d'eau qu'il a, quel est l'aspect voilà, qu'il a au niveau de son sous-sol pour mieux satisfaire nos clients et leur préconiser des produits adaptés à leur zone. Et cette stratégie aussi nous permet de fidéliser nos producteurs parce qu'on fait des descentes sur le terrain par rapport à nos clients les plus fidèles pour leur donner des accompagnements techniques, pour les accompagner dans leur production. Donc, cause pour laquelle on essaie d'avoir toutes ces informations, leur localité, leur type de sol, leur nappe phréatique, comment leur nappe est profond ou bien voilà, c'est un peu. Mais pour avoir toutes ces informations, et, concernant ces clients, on essaie d'avoir les clients les plus fidèles. De ce fait, si on a du temps, on se déplace sur le terrain et aller leur voir, leur donner des accompagnements techniques dans le secteur agricole où ils évoluent. Voilà, merci. Super, c'est très bien, je trouve. Alors, merci beaucoup pour ces interventions. Je pense qu'on va avancer, sinon on risque de dépasser le temps comme hier. Voilà, là, on va plus parler de quelques opportunités qui peuvent ressortir quand on fait une bonne stratégie data et in fine, qu'on a une segmentation relativement bonne de notre base client. Voilà. Déjà, ça permet de faciliter tout ce qui est suivi humeur client grâce à l'analyse des sentiments et de satisfaction. Car là, quand on fait une segmentation, on sait dans chaque groupe, supposons pour tout ce qui est niveau de satisfaction, ça peut ne pas forcément être homogène. Ouais, vous pouvez avoir un niveau de satisfaction de l'ordre de 80%. Vous vous dites, OK, moi, mes standards, mon seuil d'accessibilité, c'est à 70%. Je suis à 10 points au-dessus, donc je suis bon. Mais qu'en réalité, quand vous faites une analyse en fonction des segments, vous allez peut-être voir des segments sur lesquels vous avez des taux de satisfaction relativement bas. Donc, du coup, vous savez au niveau de quel profil vous devez faire plus d'efforts. Et aussi, quand on parle d'analyse de rendement, là, c'est beaucoup plus pour les données tests. Ça peut permettre aussi d'identifier des tendances baissières dans des groupes bien spécifiques. Vous pouvez suivre l'évolution, supposons, de vos ventes et que vous regardez sur 2 périodes, vous n'avez pas connu de baisse. Mais par contre, si vous analysez les tendances par segment, peut-être il y a des segments sur lesquels vous allez voir qu'il y a des baisses. Et là, à long terme, ça peut affecter l'ensemble de vos ventes. Donc, du coup, plutôt vous l'identifiez, vous savez au niveau de quel segment vous avez une baisse qui est relativement inquiétante, vous pouvez prendre des actions correctives de sorte que ça n'impacte pas les autres segments. Ça permet aussi de connaître la saisonnalité et au-delà même pour les cycles, ça concerne quel segment. Est-ce que pour la saisonnalité, il y a des segments qui sont les plus concernés ou pas, et même dans ça, ça va vous permettre de peaufiner vos stratégies marketing. Je pense plus aux promotions que vous aurez à faire en fonction de ces saisonnalités. Ça va aussi vous permettre d'identifier les produits surreprésentés. Là, on parle des segments qui surperforment. Là, c'est peut-être aussi lié à la saisonnalité, mais ça va permettre vous d'avoir une perception sur ces types de segments éventuellement adapter votre offre de production. Et aussi, ça va permettre, ce qui est super important aussi, une bonne segmentation, une bonne stratégie data plutôt, ça va permettre d'identifier les clients inactifs. Et là aussi, quand vous pouvez identifier les clients inactifs, vous pouvez préciser
même quand vous lancez des études pour ce type de problème, vous savez exactement c'est quel profil de client ou même quel client vous devez interviewer pour éventuellement voir les raisons qui poussent ces clients, en tout cas qui font que ces clients ne sont pas carrément actifs dans les ventes. Donc, du coup, une bonne stratégie data couplée d'une segmentation, ça vous permet réellement de répondre à ces besoins qui sont plus ou moins importants pour vos structures. Alors, dès que vous avez ces types d'informations, vous pouvez mener des actions qui sont basées dessus pour réellement développer vos activités. Ça va vous permettre, d'optimiser vos budgets marketing. Pourquoi? Comme on l'a dit tantôt, si vous avez des budgets limités et une fois que vous avez défini vos problématiques, parce que pour chaque action marketing, il y a des problématiques sur lesquelles vous voulez intervenir. Vous savez réellement c'est dans quel segment vous allez prioriser vos actions. Donc là, ça va vous permettre une meilleure attribution, une meilleure allocation des ressources marketing qui sont disponibles. Ça va aussi vous permettre, vous, à votre niveau, de personnaliser tout ce qui est communication. Parce qu'on sait que pour la communication aussi, il y a des aspects sur lesquels vous voulez vous appesantir et là aussi, vous savez quel segment sera le plus réceptif et l'inverse aussi. Personnaliser les offres commerciales, car on sait qu'aujourd'hui, on tend vers tout ce qui est personnalisation, en tout cas du client. On aime faire savoir au client qu'on le connaît de manière particulière, qu'on connaît ses besoins, ses attentes par rapport aux activités de l'entreprise. Et donc là, ça va vous permettre réellement de savoir pour chaque type d'offre, vous devez le destiner à quel client en particulier. Maintenant, après, pour le cas pratique, l'idée derrière, c'est de pouvoir concevoir des campagnes marketing. Et pour ça, on va essayer de voir comment on va identifier les clients inactifs de manière très simple, aussi essayer de comprendre les raisons qui font que ces clients soient inactifs et mettre en œuvre des actions qui peuvent être basées dessus afin de réactiver ces clients. On va partir de la base des 314 clients qu'on avait eu à développer, sur laquelle on a travaillé hier. Et là, l'idée derrière, c'est qu'on va simuler des ventes. On va simuler, c'est comme si on avait fait le tracking de cette base de données clients sur les 12 dernières années, en 2024. Et pour chaque mois, on a le volume de ventes qu'on a effectué pour les 314 clients. Évidemment, il y aura des clients qui vont rester inactifs d'un mois à l'autre. Donc là, l'idée, c'est de partir sur ces 314 et essayer de voir juste à partir des données ventes comment on peut identifier les types de clients qui sont inactifs, éventuellement essayer de savoir c'est quoi les raisons qui font que ces clients ont été inactifs durant certaines périodes. Maintenant, pour ce travail, on se dit qu'on cherche les clients qui sont inactifs pour les 3 derniers mois et sur ces clients qu'on souhaite mener des actions marketing pour les réactiver. Maintenant, après, quand on parle de réengagement client, le but, c'est vraiment d'identifier les clients qui ont été inactifs pour une période donnée. Donc là, c'est juste un exemple. Là, on s'est fixé comme période d'inactivité 3 mois. Pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu être, comment dire, peut-être même pas 3 mois, 1 mois, si vous effectuez de manière très fréquente des ventes hebdomadaires. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être tout autant 6 mois. Donc là, pour cet exemple, on s'est dit qu'un client qui est resté 3 mois de suite, on le considère comme inactif. Donc, pour ces clients, on souhaite mener des actions correctives pour le réengager. L'analyse des raisons aussi, c'est essayer de voir est-ce qu'à partir des données clients qui sont inactifs, est-ce qu'on peut déceler des tendances qui peuvent nous permettre de voir ça concerne quel produit ou service, ou bien est-ce que c'est la concurrence qui a débouché le client, ou bien juste parce qu'il y a eu un changement de besoin, c'est-à-dire que l'offre que nous proposons n'est plus adaptée à ce type de client. Maintenant, il n'est pas dit que quand vous avez une stratégie de data et que vous faites juste le tri des clients inactifs pour une certaine période, vous allez avoir 5 informations. Vous pouvez ne pas les avoir si vous ne les avez pas collectées, ou bien si à partir de jeu de scrapping, vous n'êtes pas capable
d'avoir ces types d'informations, vous pouvez tout autant développer des formules spécifiques à ces clients pour éventuellement savoir les raisons qui font que le client n'est plus actif au sein de, en tout cas dans l'achat de nos produits. Maintenant, pour la méthodologie, on a la base des 314 clients qu'on a répertoriés sur un fichier principal. On suppose que l'entreprise, pour chaque mois, a des fiches de vente où il y a le code client. Maintenant, l'idée, c'est de voir si on consolide les données, comment, à partir de la base consolidée, on peut identifier de manière très simple tous les clients qui ont été inactifs durant les 3 mois. Maintenant, après, pour ça, bon, peut-être montrer le fichier Excel. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon partage d'écran. C'est bon? Alors là, quand on parle de données consolidées, pour consolider des données, ce qui est important, c'est de mettre en place des clés primaires qui vont permettre de naviguer d'une base à une autre. Ouais. Donc, du coup, c'est extrêmement important quand vous avez des données clients d'avoir des codes uniques pour chaque client. Ça peut être des codes que vous avez générés de manière aléatoire, mais l'essentiel, c'est que ce soit unique pour chaque client. Il y en a qui prennent le numéro de téléphone comme code unique, mais ça, réellement, nous, on ne conseille pas. Ouais. Mais c'est important, c'est extrêmement important, comme ce qu'on a dit pour hier, de recueillir le maximum de données signalétiques pour un client. Parce qu'après, quand vous avez des segments, le but, c'est de pouvoir avoir des spécificités signalétiques pour chaque segment. Vous pouvez avoir une segmentation qui est basée sur le volume des ventes, ça c'est déjà très bien, mais vous devez vous poser la question, vous ne voulez pas vous limiter uniquement à votre clientèle existante. Si vous êtes là, dans cet exemple, vous avez 314 clients l'année prochaine, peut-être vous avez des objectifs pour avoir plus de 500 clients. Maintenant, pour avoir ces clients, il faut aller démarcher d'autres personnes. Et pour démarcher d'autres personnes, vous pouvez aller là, dans le tas, vous allez passer beaucoup de temps dans tout ce qui est procédure pour convertir les clients. Mais quand vous partez avec des profils spécifiques, vous savez exactement c'est quoi le type de client qui est le plus facile à convertir. Donc là, vous gagnez énormément en temps dans tout ce qui est aspect marketing. Et pour ça, c'est extrêmement important de recueillir le maximum de données signalétiques. Là, on a fait très, très simple. On a comme signalétique, comme pour IR1, tout ce qui est sexe, âge, fonction et région de résidence de la personne. On a juste simulé pour chaque année, pour chaque mois. Là, on a supprimé la date. On a supposé que pour chaque mois, quand l'entreprise a recueilli, a effectué des ventes, il a associé pour chaque vente le code client. Maintenant, si vous avez des types de données sur 12 ans, c'est très facile de regrouper tout ça sur une base que vous pouvez consolider. Là, c'est la base finale qu'on a à consolider sur les 12 mois. Donc, du coup, facilement, pour chaque client, vous pouvez avoir le volume des ventes qu'il a eu à effectuer au niveau qu'il a effectué au sein de votre entreprise. Voilà. Et quand vous avez cette base de données, faut juste maintenant après poser des hypothèses d'études ou bien en tout cas des problèmes, fixer les problèmes que vous voulez résoudre. Et là, dans ce cas précis, on essaie juste de voir les clients qui ont été inactifs durant les 3 derniers mois, durant 3 mois au plus. Durant 3 mois au plus pour mener des actions marketing au sein de ces clients. Et là, la première chose qu'on est en train de faire, c'est d'évaluer des statistiques de vente. Alors là, un simple trait à plat vous permet d'avoir le pourcentage de vos clients qui ont été inactifs durant
la période qui nous intéresse. Et là, dans ce cas précis, on voit que 31% de nos clients n'ont pas effectué d'achat au cours des 3 derniers mois. Et là, ça nous donne une idée relativement claire du nombre de clients sur lesquels on va intervenir. Parce que de manière, en valeur absolue, ça va représenter 98% de nos clients. Après, si on fait une analyse en fonction des zones de résidence, dans l'exemple, on a vu que la majorité de ces clients sont concentrés au niveau de la région de Thiès. À Thiès, 51% des clients. En valeur absolue, on a plus de clients inactifs à Saint-Louis si vous regardez le graphe, mais en termes de pourcentage, non, non, exactement, c'est à Thiès qu'on a en valeur absolue le plus de clients qui sont inactifs. 51% des clients à Thiès ont été inactifs au cours des 3 derniers mois. Donc là, on sait que les efforts qu'on devra faire pour tout ce qui est conversion des clients, c'est beaucoup plus à Thiès, parce que c'est là-bas qu'on a le plus de probabilité qu'un client n'achète plus nos produits. L'analyse aussi en fonction du genre nous montre qu'en réalité, la proportion d'hommes inactifs est relativement plus élevée comparée aux femmes. Parce que là, pour les femmes, pour les hommes, on a quasiment 62% des clients inactifs qui sont des hommes. Le reste, c'est des femmes. Donc, on sait que c'est sur ce profil qu'on a le plus de risques de perdre un client. Et idem aussi, si vous avez les données signalétiques, vous pouvez faire l'analyse en fonction des profils, des types des métiers que vous avez. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour les clients qui décrochent, on a plus les profils infirmiers suivis d'informaticiens, avocats et médecins. Donc, du coup, c'est sur ces profils qu'on va beaucoup plus se concentrer parce qu'on sait que c'est ces profils qui ont le plus de risques de décrocher par rapport aux produits que nous commercialisons. Là aussi, on n'a pas mis le graphe pour ne pas trop en mettre. On a essayé de voir sur les modes de paiement, c'est quel mode de paiement pour lesquels les clients décrochent le plus. Et on a vu que pour les modes de paiement, c'est toujours fictif, hein, l'exemple. C'est sur Wave qu'on a le plus de probabilité d'avoir des clients qui décrochent. Et là, vous avez un tableau monitoring qui va permettre aux décideurs de savoir c'est quoi le profil type du client qui a tendance à décrocher au cours de ces 3 derniers mois. Maintenant, après, est-ce que quelqu'un, à partir des informations qu'on vient de présenter ici, peut proposer des éléments pour mener des campagnes de réactivation par rapport à cette cible? Oui, c'est Diop. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, en ce qui concerne les clients inactifs, du moment où on les connaît déjà et du moment où aussi où on connaît leur résidence, je pense que dans un premier temps, on peut faire des calls, on peut les appeler déjà pour connaître les raisons exactes du pourquoi on les a pas vus durant les 3 derniers mois. C'est une première action. Sinon aussi, on peut faire des actions BTL dans leur zone de résidence. Donc, les actions BTL à travers des animations, des promotions, etc., ou de door-to-door, va nous permettre non seulement de leur redonner confiance, ils vont nous voir dans leur zone. Et puis, ça va aussi permettre à l'entreprise de transformer des clients potentiels en clients réels. Donc, ça, c'est déjà 2 actions qu'on peut faire. Ou sinon, faire carrément une campagne média dans ces zones-là. Voilà. Merci, M. Diop. Maintenant, après, vous, après avoir lu les résultats qui sont là actuellement
présenter comment vous pensez pouvoir vous servir des résultats là pour mener une action et quel groupe, quel profil vous pensez à partir de ces résultats doivent être sur lesquels on doit beaucoup plus travailler. Donc, déjà, j'ai 31% qui sont inactifs. Aussi, je sais que le nombre d'hommes a beaucoup plus augmenté. D'accord. Je vais partir sur ces gens-là, regarder, une campagne ciblée, en fait. Je peux les appeler, voir leurs besoins, comme j'ai dit tout à l'heure. Si du côté des infirmiers, informaticiens, etc., parce que je me dis toujours qu'on reste sur le bio, hein, ok? Donc, Oui. essayer de voir là où ils vont en général faire leurs achats, etc. Faire des promotions sur les produits, en fait, leur rappeler le produit, d'accord? Parce qu'un client qui est inactif, ça peut être dû à pour plusieurs raisons. Par exemple, le produit ne le satisfait plus. Est-ce que c'est au niveau du produit? Est-ce que c'est au niveau du goût? Etc. Donc ça, il faut vraiment se rapprocher du client pour pouvoir connaître les raisons. Parce que ces mêmes raisons peuvent affecter demain d'autres clients. Donc, essayer de voir c'est quoi les raisons. Est-ce que c'est mon produit que je dois améliorer? Est-ce que les raisons sont carrément financières? Là, j'écarte mon produit, etc. Donc, il faut avoir toutes ces informations-là pour pouvoir mieux apporter des actions correctives. Exactement. Exactement. C'est bien, c'est bien que vous le dites, hein, parce que l'idée, ce n'est pas après uniquement de suivre les inactifs, parce qu'évidemment, on connaît les inactifs, c'est facile après. Peut-être s'ils ne sont pas nombreux, de prendre contact avec eux, essayer de voir ce qui ne va pas. Mais quand on a les profils, on sait que sur ces profils, on a de très forts risques qu'ils décrochent. Donc, c'est extrêmement important avant que ça ne se contamine de prendre cette information et de contacter même ceux qui n'ont pas encore décroché, essayer de voir c'est quoi il y a derrière, est-ce qu'il y a des choses qui ne les satisfait pas carrément et éventuellement savoir c'est quelle action corrective on va prendre avant que ça n'impacte beaucoup plus en termes de nombre dans ces groupes. Oui, Madame Ndiaye. Bonjour à tous. Donc, Bonjour. je reste sur l'exemple, hein, juste sur comme la question que vous avez posée par rapport aux analyses. Étant donné que donc, avant d'aller sur la segmentation géographique, je vais rester sur la segmentation typologique client, les profils. On voit donc que c'est infirmier, informaticien, médecin. Je fais un cumul des profils infirmiers et médecins. Je me dis peut-être que mon produit aujourd'hui n'est pas bien représenté dans les zones proches des hôpitaux. Et donc, peut-être que je devrais plutôt chercher à voir est-ce que c'est un problème de distribution ou sinon c'est un problème juste d'heure d'ouverture des points de vente. Ça également, c'est possible. Ensuite, j'ai un profil avocat. Je me dis que peut-être que c'est une question de temps. Ce profil-là n'a pas le temps d'acheter mon produit. J'essaie de voir cette fois-ci une offre personnalisée pour ce type de profil. C'est juste, je m'arrête aux exemples hein, qui sont sur le tableau et je fais une relance automatique. Pour les autres profils qui ne sont pas qui ne sont pas représentés et qui sont mis dans le profil autre. Parce que si je m'arrête sur ces trois cibles-là, peut-être que je vais faire une mauvaise lecture. Et comme l'a dit précédemment celui qui a interviewé, Monsieur Diop, voilà, Monsieur Diop, il est essentiel à partir de là également de regarder les autres clients qui achètent toujours mes produits, mais qui n'ont pas encore décroché, pour éviter qu'ils décrochent aussi. Exactement. Et ça, c'est via des campagnes WhatsApp, des SMS ciblés, voilà, qui permettent aujourd'hui d'avoir ces retours d'expérience. Exactement. Exactement. Et Merci. là, dans ça aussi, prioriser
les segments qui sont représentés. Exemple, pour tout ce qui est infirmier, ne pas juste se limiter à ceux qui ont déjà décroché. Vu qu'on sait que sur ce profil, on a plus de risques d'avoir un client qui décroche par rapport aux autres profils. Donc, c'est urgent même sur ce profil d'aller sonder les clients qui n'ont pas encore décroché. Oui, juste une dernière intervention. Oui, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, c'est intéressant. Bon, comme je l'ai dit tantôt, les clients inactifs, pour moi, il faut déjà savoir, essayer de savoir la cause. Voilà, moi, je suis trop dans la pratique. La plupart, même au niveau de mes panels, si je reste une semaine sans entendre voilà, un client interagir, moi, je le contacte directement pour savoir le pourquoi. Et l'autre aspect, j'avais un cas où un de mes producteurs, il était très actif, il achetait nos produits, voilà, on lui faisait des travaux, des consultants et tout ça, des formations, mais à un certain moment, je ne l'ai entendu plus. Et j'ai pris la peine de l'appeler pour s'enquérir de sa situation. Et malheureusement, il m'a dit dans son périmètre agricole, il avait des attaques, les nématodes et tout ça, et il était découragé voilà, sur l'agriculture. Et à partir de je l'ai proposé, je l'ai mis en rapport avec des partenaires et qui l'ont aidé à restaurer son sol pour qu'il puisse voilà, redémarrer ses activités agricoles. Donc, cause pour laquelle avoir de ces nouvelles, de ces clients qui sont inactifs, il faut avoir des causes, voilà, que même peut-être toi-même, si tu les appelles, tu peux avoir des solutions pour les aider. Parce que la plupart des gens, quand ils ont certains problèmes, ils préfèrent se taire, voilà, ou bien voilà, essayer de les gérer en solo. Donc, mais si tu prends en contact avec eux, les appeler, le savoir, essayer de savoir le pourquoi de leur inactivité, donc tu pourras apporter des solutions. Et j'ai tombé moi-même sur ce cas. Et jusqu'à présent, le gars a repris ses activités agricoles parce qu'il était un peu dégoûté et découragé voilà, à travers ces attaques qu'il avait au niveau de son sol. Quoi. Voilà. Super. C'est très bien. Merci pour ces contributions. Voilà, donc là, pour résumer, quand on a le profil des clients qui sont inactifs, il faut déjà isoler la base de l'ensemble des clients inactifs, parce que c'est sur cette base qu'on va mener des actions de réengagement et après identifier les groupes où on a le plus de probabilité qu'un client décroche. Et là, dans notre exemple, on sait que c'est le groupe des infirmiers. Donc là, ne pas se limiter uniquement à ceux qui ont décroché, mais prendre les devants par rapport aux clients qui n'ont pas encore décroché et descendre en fonction du niveau de taux, du taux de décrochage des clients et sonder les autres groupes. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est un volet qu'il faut prendre en considération. Et sur les données signalétiques aussi, quand on fait des analyses, là, exemple pour le cas précis, on a vu que les clients qui utilisent Wave ont l'habitude ont plus de chances de décrocher par rapport aux autres clients. Et là, en interne, vous pouvez lancer des audits pour essayer de voir est-ce qu'il y a des problèmes qui impactent ce mode de paiement ou pas. Et au-delà, faire des formulaires spécifiques pour résoudre ces types de problèmes. Voilà, en gros, c'était ça. Et une fois que on a identifié l'ensemble des faits, à partir des résultats qu'on a, on a essayé de lancer des actions prioritaires pour déjà faire un diagnostic, mais aussi mener des actions correctives. Et là, pour le coup, les données qu'on a ressorties, ça montre clairement que sur Chess, on a un réel problème parce que là-bas, plus d'un client sur deux a décroché les 3 derniers mois. Donc, on sait qu'à Chess, il y a un réel travail à faire pour fidéliser les clients. Il y a aussi comme action prioritaire qu'on a identifié le système de paiement Wave. On sait que la majorité des clients qui ont décroché, ils avaient pour habitude de payer via Wave. Donc, du coup, là, l'entreprise pourra lancer un diagnostic au sein en interne pour ces modes de paiement pour voir si réellement c'est un problème lié. Est-ce que c'est des problèmes techniques ou autres? L'enquête aussi sur les profils prioritaires, c'est-à-dire, là, comme je disais, faire des investigations auprès de tout ce qui est infirmier, informaticien, médecin pour comprendre le pourquoi de leur désengagement. Est-ce que c'est lié au produit ou bien est-ce que c'est
la concurrence qui a pris la main sur eux, éventuellement prendre des mesures correctives. Aussi, ciblage clientèle masculine. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'on a vu que les hommes sont surreprésentés au niveau des clients inactifs. Donc, on sait que sur ce profil de client, on a beaucoup de travail de fidélisation à faire. Donc là, rien qu'avec ces triades-là, il y a ces actions prioritaires qui peuvent ressortir pour une bonne stratégie, avec une bonne stratégie data. Maintenant, pour les techniques de réengagement ciblé, il y a la possibilité de faire du mailing, mais ce sera réellement personnalisé. Exemple, quand on voit qu'on a eu des difficultés sur Wave et que ça a été des difficultés techniques, forcément, ça a impacté, c'est un scénario qu'on a imaginé, hein, ça a impacté les clients qui avaient l'habitude de payer via Wave et que derrière, vous avez pris des actions correctives. Vous savez que c'est un problème qui a été réglé. C'est important de signaler que les clients inactifs qui avaient l'habitude de payer via Wave sachent que vous avez résolvé ce problème. Donc, du coup, ça peut être pertinent de mener des actions marketing via mailing personnalisé. Et là, vous incitez, en fait, des offres spéciales pour ceux qui utilisent Wave. Ouais. Maintenant, après, si vous savez que c'est un mode de paiement qui n'est plus viable au sein de votre structure, vous pouvez là aussi faire des propositions uniquement au type de clients qui avaient l'habitude d'utiliser Wave. Vous faites exemple des baisses s'ils acceptent de payer via d'autres modes de paiement. Ça peut être pertinent pour réactiver ces types de clients. Et vous pouvez aussi faire des campagnes SMS ciblées. Exemple, vous pouvez travailler avec tout ce qui est les opérateurs de téléphonie mobile, où vous pouvez cibler uniquement les consommateurs qui sont à Thiès, car vous savez que c'est là-bas où vous avez des difficultés pour tenir les clients. Et éventuellement aussi, vous pouvez toujours faire des appels suivis, comme vient de préciser M. Ibrahim Moui. Voilà, donc, ça, c'est des stratégies. Et une fois aussi que vous avez mis en place des stratégies, c'est important de suivre les métriques de conversion. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre vous de savoir si réellement les actions correctives que vous avez prises ont eu des effets positifs sur vos clients. Parce que ça ne sert à rien de dépenser aussi de l'argent pour éventuellement tenter de fidéliser ou de retenir des clients qui ne sont plus actifs, qui ne sont plus dans votre base de commandes. Mais après, derrière, c'est important de savoir si réellement ça a un impact positif ou pas, et surtout pouvoir avoir des métriques qui vous permettent de quantifier cela. Alors là, imaginez qu'on a lancé une campagne pour réactiver ces clients et qu'on a ciblé l'ensemble de nos clients inactifs. Ils étaient 31% de notre base de données, et dans ce cas, ça va correspondre à 98% qui sont inactifs. Maintenant, pour la période d'évaluation, il n'y a pas de standard. Ça dépend beaucoup de vos cycles de vente, je peux dire. Vous pouvez le faire peut-être là dans l'exemple, on l'a fait sur 10 jours, mais il y en a peut-être qu'ils feront 2 semaines après ou bien même 1 mois après le lancement des campagnes de réactivation. Et là, on a supposé que nous, dans notre cas, on va le faire 10 jours après les mesures 10 jours après le lancement de la campagne. Maintenant, ça, c'est un suivi qu'on a dit intermédiaire. Et à la fin, on va faire une évaluation globale, là, pour voir réellement si l'étude, au final, si la campagne, au final, a eu un impact positif sur nos clients. Maintenant, là, sur les données simulées, on a vu qu'à la fin de la campagne, on a pu récupérer 20% de nos clients. Les campagnes qu'on a, c'est-à-dire le mailing personnalisé à destination des clients qui utilisaient Wave, les campagnes SMS qu'on a fait au niveau de la région de Thiès, et aussi les appels téléphoniques qu'on a fait avec les cibles restantes pour essayer de voir c'est quoi qui les a motivés, en tout cas, à ne plus acheter chez nous et leur présenter les innovations que l'entreprise a fait. Toutes ces méthodes combinées, à la fin de l'évaluation, on a vu que 20% de nos clients ont refait, des clients inactifs,
on refait des commandes. Là maintenant, pour tout ce qui est métrique, on peut se baser sur le ROI, c'est le retour sur investissement, qui est un indicateur super performant pour voir si nos campagnes marketing ont eu un effet positif ou pas, et même pouvoir quantifier en valeur. Et là, sur 98 clients, on a dit qu'on a récupéré 20% de nos clients. Maintenant, on a supposé que dans cette campagne, on a eu à dépasser 400 000 francs. On a eu à générer, on a eu à dépasser combien? On avait dit, je pense qu'on avait mis 100 000 francs. Maintenant, pour le revenu généré, on a eu à avoir 400 000 francs, 400 000 francs CFA de chiffre d'affaires généré en plus, un chiffre d'affaires net généré en plus sur cette période. Et là, quand on calcule le ROI, ça va nous donner un ROI, un retour sur investissement de 700%. Alors là, est-ce que quelqu'un peut faire une interprétation des résultats de la campagne? Oui, Khadijatou. Alors, moi, le résultat de cette campagne-là, c'est que ça a été top et que on a pu déjà faire un très bon retour sur investissement. Et c'est quelque chose à renouveler, en fait, parce que avec un taux faible, parce que je trouve que 20% de retour, c'est pas satisfaisant pour moi. Mais si je regarde par contre le chiffre d'affaires généré, ça valait la peine. Donc la campagne a été très, très bonne et avec un très bon retour sur investissement. Alors, juste pour préciser, le retour sur investissement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une métrique qui prend en compte tout ce qui est coût généré, car quand on fait une campagne marketing, ça a un coût, il y a un investissement qu'on fait dessus. Maintenant, après, on compare les coûts qu'on a mis sur cette campagne marketing aux bénéfices qu'on en a tirés. Pas les bénéfices dans l'ensemble, mais les bénéfices spécifiques qui ont été générés grâce à cette campagne. Et là, pour la métrique, on le calcule juste en prenant en compte le revenu généré. On y défalque tout ce qui est coût de campagne, on divise encore par coût de campagne. Et ça peut s'exprimer en pourcentage. Et pour cet exemple, on a eu à prendre comme coût de la campagne, on a mis 50 francs. Maintenant, c'est très arbitraire et fictif aussi. Je le ferai à nouveau. Voilà. Donc là, pour résumer, sur les 98%, sur les 98 clients ciblés pour cette campagne, on a eu à récupérer les 20% et les 20% ont dépassé 400, ont généré des revenus évalués à 400 000 francs. Et sur ces 400 000 francs, on sait que cette campagne nous a coûté 50 000 francs. Et donc, on se retrouve avec un retour sur investissement de 700%. Et là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pour chaque franc CFA qu'on a eu à investir, on a récupéré 70 francs CFA. 7 francs plutôt, autant pour moi. Donc, c'est à chaque fois que faut vraiment penser à ça, à chaque fois que vous mettez en place des campagnes de réengagement pour réactiver des clients qui, pour une période donnée, n'ont pas fait de commande, c'est important d'évaluer les coûts de la campagne, mais aussi les bénéfices que vous en avez tirés. À partir de là, vous pouvez facilement calculer votre retour sur investissement qui va permettre si réellement votre campagne a un impact positif ou pas sur vos activités. Est-ce qu'il y a une autre intervention? On va qu'on finisse. Juste une. Papa, juste Oui. excuse-moi, il y a Ndaïr Hari, je crois qu'il essaie de lever la main depuis un moment. Ndaïr Haïta. Donc Ndaïr peut-être Haïta. qu'elle a... Oui. Ouais. Oui, Ndaïr Haïta. Donc je vais essayer d'activer. Oui, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour, papa. Bonjour, Penda. Bonjour à tout le monde. Merci, Penda, hein. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'intervenir, mais on dirait que ne voit pas la main que je lève là. Voilà. En fait, moi, je voulais juste intervenir sur le slide qui vient de passer, c'est-à-dire sur l'interprétation des statistiques, hein. Donc, mais comme c'est déjà passé, bon, j'ai fait une petite intervention sur le QR. Donc, voilà, sur là, hein, voilà. Bon, moi, je m'étais dit que d'après les statistiques que vous avez envoyées, je pense que la stratégie qu'on devrait mettre en place devrait d'abord voir quelle est la zone la plus atteinte, c'est-à-dire la région de Thiès. On a vu qu'on a beaucoup plus d'inactifs au niveau de Thiès. Exactement. Et en plus, voilà, les cibles, quand on quitte donc la zone géographique de Thiès, on doit, après, l'étape suivante, ce sera les cibles. Les cibles, ce sera les infirmiers, les informaticiens et les avocats. Voilà, donc la stratégie sera d'abord la zone ciblée et les cibles en tant que client. Donc, ce que j'avais préconisé, c'est de, voilà, cette fois, de s'approcher donc de ces cibles-là, de mettre en place un questionnaire pour savoir pourquoi ils ont quitté le produit ou bien pourquoi ils ont quitté ce service-là et demander quel serait leur souhait à améliorer sur ce produit-là, d'après les statistiques que vous avez données. Mais en marge aussi, moi, je préfère aussi de s'approcher vers les clients qui sont actifs. Parce qu'aujourd'hui, les informations qu'on va recueillir sur les clients actifs pourraient servir à améliorer la situation des clients inactifs. C'est-à-dire demander les clients actifs, qu'est-ce que vous retient carrément sur notre produit ou sur notre service? Peut-être que cette information-là, en l'exploitant, on peut s'en servir pour pouvoir faire revenir nos clients inactifs. Voilà, d'après c'est l'interprétation que je fais de cette analyse-là sur l'inactivité de nos clients. Voilà. Et je me dis que donc, au sortir de cette analyse-là, on pourra donc peaufiner après une stratégie d'attaque pour pouvoir aller directement vers les clients inactifs. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci à vous, merci à vous. Juste préciser que par rapport à la stratégie, c'est réellement un ensemble. Effectivement, comme vous avez dit, là, sur l'exemple, on a vu que c'est sur Thiès qu'il faut prioriser les actions. Ouais, effectivement. Sur Thiès, on sait qu'il y a, pour les clients qui décrochent, il y a plus de la moitié qui sont à Thiès. Donc, un client sur deux qui décroche, il y a 50% de chances qu'il habite la région de Thiès. Donc, on sait que sur cette région, il y a beaucoup d'efforts à faire. Maintenant, derrière aussi, on sait que peut-être l'entreprise n'a pas les moyens. Là, par exemple, on sait que on part sur 314, c'est pas beaucoup. Et sur ceux qui décrochent 98, c'est pas beaucoup. On peut les démarcher, tout le monde. Mais dans le cas où c'est un millier. Ouais, donc là, peut-être qu'on n'a pas la possibilité d'aller au niveau de l'ensemble des profils. Mais quand on dégage des groupes, on sait c'est quels groupes qui sont prioritaires. Vous avez parlé effectivement d'aller même sur ceux qui n'ont pas décroché, essayer de voir c'est quoi les raisons qui font qu'ils n'ont pas encore décroché. Et là, même dans cette stratégie, peut-être qu'on n'a pas les ressources pour aller les sonder tout le monde, mais on identifie les groupes où les probabilités de décrochage sont nettement plus élevées. Donc, on sait que c'est sur ces groupes qu'on va mettre plus de temps, plus de ressources, parce que ce sont ces groupes-là où l'on a la probabilité que l'individu lâche l'entreprise. Et on fait ça en descendant du plus fort de la probabilité la plus élevée à la probabilité la plus faible en fonction des groupes. On commence là, dans l'exemple, on sait qu'on va commencer par tout ce qui est infirmier. Après, si on a des moyens limités, on descend au niveau des informaticiens, des avocats, médecins et autres profils avant de s'attaquer à l'ensemble des profils où les risques de décrochage sont moindres. Alors, donc, c'est plus un aspect global. Voilà, donc pour résumer
pour résumer, pour une bonne stratégie data au sein de vos structures, la première chose à faire, c'est déjà cartographier l'ensemble des sources de données que vous avez et de manière très, très exhaustive. Et quand vous avez ces sources de données, vous documentez, vous faites les livres de données, vous essayez d'identifier les clés qui vont permettre de tout regrouper au niveau d'une base consolidée. Et là, ça parle de la seconde phase qui concerne la centralisation des données. Et quand vous avez centralisé, vous avez consolidé en une base de données, mettre à jour régulièrement ces données. Parce que là, une fois que vous avez centralisé, ça stipule que vous avez mis en place des structures, vous avez mis en place des règles, des standards qui vous permettent là, dès que vous renseignez une information, ou si vous juste d'actualiser et tous vos bases de données sont à jour. Donc, c'est important aussi de tout le temps mettre régulièrement à jour l'ensemble de vos sources. Et quand ça s'est effectué, vous faites un travail de segmentation selon des critères que vous avez prédéfinis, que ce soit des critères a priori ou des critères qui sortent d'un modèle de régression. L'essentiel, ce qui est important, c'est de mettre en place des critères de segmentation et aussi suivre les segments. Parce qu'il faut savoir que les segments ne sont pas stables dans le temps. À court terme, un segment peut être stable, mais à long terme, vous ne verrez jamais un segment qui est stable parce qu'il y a tout le temps des chocs, des choses qui viennent impacter vos business, qui font que vos segments, il y aura toujours des modifications dans la structure. Donc, c'est extrêmement important de faire un suivi des segments pour tout le temps refaire de nouveaux regroupements. Après qu'on a ces segments, on fait des offres adaptées, des offres commerciales adaptées en fonction des segments qu'on a au sein de notre base client. Et une fois qu'on a mis en place ces actions, il faut tout le temps faire des mesures, mettre en place des métriques qui suivent la performance, des indicateurs. Ça peut être des indicateurs de vente, des indicateurs de satisfaction. Et là aussi, veiller à le faire de manière périodique. Donc, en gros, c'est ça le roadmap pour une bonne stratégie data. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on vient de lancer le sondage. Si vous voulez bien jeter un coup d'œil. Voilà, c'est le défi si vous voulez. Marem? Allô? Oui, papa. Oui, je demandais est-ce qu'on va prendre des questions ou ce sera pour Oui, tu vendredi? peux commencer, essayer de prendre peut-être quelques questions et on fera le reste vendredi. D'accord. Donc, on va prendre juste peut-être 3 questions. Alors, pour la question de Cécile Sarlo, est-ce qu'il y a une méthode spécifique d'étude de marché pour les cas des PME? Alors, vu que pour aujourd'hui, ce n'est pas les PME, c'est pas les études de marché, si tu permets, on peut revenir dessus vendredi. Aujourd'hui, on va juste prendre les questions relatives aux stratégies data. Alors, existe-t-il des méthodes de segmentation adaptées à un marché rural informel? Alors, pour la segmentation, il n'y a pas de méthode standard. Ouais, il n'y a pas de méthode standard. Si vous êtes en zone, si vos clients sont en zone rurale, vous devez carrément informer, vous devez carrément tenir compte de ces spécificités. Ouais. Le plus important, c'est que le segment vous parle déjà et que ce soit pertinent. C'est juste ça qui est important. Amadou, comment collecter, exploiter des données dans le domaine de la santé en prenant en compte les besoins urgents des clients, patients et professionnels de santé et la sensibilité des données? Quels sont les critères les plus pertinents pour collecter et exploiter ces données? Alors, pour tout ce qui est sensibilité des données, c'est là où c'est important de respecter certaines règles et mettre en place des protocoles d'accessibilité. Ça aussi, c'est extrêmement important. Quand vous mettez en place des stratégies data, vous devez aussi mettre en place des protocoles dans tout ce qui est accès et historique des données. Vous devez savoir c'est qui manipule les données au sein de vos structures, pouvoir suivre l'historique réel des modifications et des exportations. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ces données, ce n'est pas tout le monde qui doit pouvoir les exporter. Et cette politique-là, vous devez travailler sur ça.
Maintenant, après, il y a des types de données sur lesquelles peut-être vous n'avez pas l'autorisation ou bien la possibilité, la réglementation vous interdit de les collecter. Vous devez aussi vous renseigner par rapport à ça, par rapport à vos activités. Est-ce que vous avez le droit ou pas de collecter ces types d'informations? Là aussi, les logiciels gratuits pour une étude de marché, je pense que c'est mieux qu'on en parle, pour ce qui est étude de marché, qu'on en parle vendredi. Non, je suis Aïcha Diagne, fondatrice de Taro Accessoires. À travers notre marque Nopalais, nous confectionnons et commercialisons des culottes de serviettes hygiéniques lavables réutilisables. Vu que mon produit est réutilisable, je ne peux pas opter pour une segmentation. Je ne peux pas opter pour une segmentation en me basant sur les clients inactifs. Quelle option pourrais-je mettre en place pour obtenir de nouveaux achats avec les clients existants? Alors, pourquoi là déjà, pour vos clients que vous avez, les inactifs et les actifs, je pense que vous pouvez faire une segmentation. Car à la base, n'oubliez pas, une segmentation, ce qui est mauvais, c'est de ne pas le faire. Et les segments, vous travaillez vos segments au jour le jour. Vous pouvez faire une segmentation. Là, exemple, vous faites une segmentation selon les tranches d'âge. Maintenant, après, vous comparez au volume des ventes, à la fréquence des ventes. Après, vous voyez qu'en réalité, votre segmentation ne répond pas à vos besoins. Donc, du coup, vous réadaptez votre segmentation. Ouais. Et pour une bonne segmentation, pour maximiser vos chances de réussir vos segmentations, il faut tout le temps ressourcer vos données. Ouais, c'est ça qui va vous permettre vous de parfaire votre segmentation. Ce qui est important, c'est déjà de partir d'une base claire qui, a priori, vous semble pertinent. Et à partir de cela, mettre à jour votre base. Vous collectez tout le temps de nouveaux données de vos clients. Et là, ça va permettre vous de parfaire votre segmentation. Alors, juste une dernière question. Alors, pour tout ce qui est financement, je pense que Mariam va en parler demain ou après-demain. Alors, existe-t-il des indicateurs clés pour prédire qu'un client est sur le point de devenir inactif? Alors, là, en se basant sur une analyse de données en masse, on peut répondre à cela. Ouais, si on modélise, on peut, pour chaque profil de client, déterminer les problèmes, même s'il n'a pas encore été inactif, déterminer les probabilités qu'il soit inactif dans un avenir proche. Effectivement, il y a des modèles qui font ça. Alors, j'avais dit dernière question, je ne sais pas si on s'arrête là ou pas. On a déjà dépassé le temps de 12 minutes. Ouais. Et puis, on a également un autre sondage à faire par rapport à jeudi qui est férié. On a une session sur tout ce qui est fondamentaux de la gestion financière, financement, ESG. Donc, on va lancer ce sondage-là. Donc, à toi de me dire si tu veux prendre encore 3 minutes pour prendre une autre question. Je pense qu'on peut regrouper les questions et essayer d'apporter des réponses vendredi. D'accord, ok, c'est noté. Donc, dès qu'on aura fini le défi, on va lancer Panda, s'il te plaît. Voilà, c'est lancer la session. Votre avis sur la session de jeudi qui est fériée. Est-ce que vous souhaitez qu'on la maintienne ou qu'on la programme? Donc, pour jeudi, on a pour l'instant que 63 personnes qui ont répondu. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre de façon à ce qu'on puisse se faire une idée. Merci. Allô, Mariam? Oui, Panda. Je pense qu'après ce sondage, on va devoir relancer le sondage précédent pour C'est permettre ça, à ceux qui n'avaient pas encore répondu de le faire. Parce que je vois dans les exactement. commentaires, il y a pas. Voilà. C'est ce que j'étais en train de t'écrire. Ok. Merci. Oui, pour ceux qui ont fini les sondages, les défis, vous pouvez éventuellement vous déconnecter. Nous vous remercions pour tout, d'avoir été là encore une fois. Et voilà, on vous dit à demain. Merci beaucoup. Je viens de partager les résultats. Ok, nous avons eu 69 participants, bien que nous soyons plus. Et donc, nous allons maintenir la session de jeudi.
Parce qu'on a eu 81% des participants qui ont souhaité qu'elle soit maintenue. Mais on annonce, il y en a déjà qui sont partis, donc on annoncera demain également. Donc le défi est à nouveau disponible pour ceux qui ont besoin de le renseigner.